Alain Caillé, vous êtes sociologue et économiste, fondateur de la revue Mons en 1981 et auteur, avec une soixantaine d'autres chercheurs, d'un manifeste du convivialisme, paru en 1900, non pas 1900, en 2013. Non, pas en 1900. 2013. Et vous voulez être un fer de lance contre le capitalisme spéculatif et rentier. C'est un programme audacieux qui demande une adhésion en fait de masse populaire et pas seulement d'intellectuels. Alors ma première question est: comment expliqueriez-vous votre manifeste du convivialisme à un citoyen lambda qui risque de prendre le convivialisme à la lettre pour n'y voir que de la convivialité, justement, à savoir inviter des amis et des voisins pour faire la fête, trinquer avec des voisins pour égayer notre époque qui est un petit peu maussade en ce moment. Vous mettez le doigt sur une des difficultés de cette affaire. La première difficulté, c'est le nom. Le nom convivialiste, pour les raisons que vous venez de dire, c'est que ça évoque immédiatement la convivialité. Bon, tout le monde est pour la convivialité, il vaut mieux une soirée conviviale qu'une soirée où tout le monde s'étripe, mais c'est vrai que ça a un côté un peu gentillet, l'aspiration à ce que tout le monde soit beau, soit bon, soit gentil, soit chaleureux, soit gai, boive un bon coup, mange bon. Tout ça c'est très bien, mais c'est pas vraiment ce qu'essaie de désigner le mot convivialisme. Simplement, on n'a pas trouvé d'autres mots que le mot convivialisme pour désigner ce dont il s'agit. Alors, il s'agit de quoi? On peut dire de différentes manières. Vous avez très bien circonscrit le problème d'entrée de jeu. On peut expliquer cette affaire de façon différente selon les publics. Alors, c'est vrai qu'au départ, c'est plutôt des intellectuels qui sont lancés là-dedans. Si j'essayais de dire les choses le plus simplement possible, le premier constat que tout le monde partagera, c'est que finalement, plus personne ne sait dire, que ce soit dans la classe politique ou chez les gens ordinaires, ne sait dire où nous en sommes dans la vie sociale, dans l'histoire des sociétés, où est-ce que nous en sommes, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va. Tout le monde et surtout en France, tout le monde est complètement perdu. Et ça, je pense que c'est dû à une certaine obsolescence, une certaine péremption des discours politiques hérités. Alors, ça, c'est le point de départ. Deuxième point, on voit bien que partout dans le monde, il se cherche des initiatives pratiques ou intellectuelles, des alternatives au monde actuel. Au monde actuel dont tout le monde sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il est menacé par de multiples crises possibles, des crises économiques, financières, comme celle qu'il y a eu en 2008, qui risquent de revenir à tout moment, et de façon encore beaucoup plus violente probablement qu'en 2008, avec encore moins de moyens d'y remédier. Donc menace de crise financière, et donc de crise économique, et donc de crise sociale, et donc de crise politique. On sait aussi que menace une crise écologique, une crise environnementale énorme. La COP21, les accords du Bourget, ont témoigné d'un début de prise de conscience mondiale de cette affaire-là. Et puis j'ajouterais qu'on sent que le monde est en proie à une sorte de crise morale également. Une crise morale qui alimente une espèce de corruption généralisée, une montée en puissance de la corruption et de la criminalité. De quoi disposons-nous pour faire face à tout ça? Alors il y a plein d'initiatives, je le disais à l'instant, qui se cherchent partout, énormément de bonne volonté dans tous les secteurs de la société, dans tous les domaines, mais ce qui manque, à ces initiatives, c'est un sentiment suffisant de ce qu'elles ont en commun, et de ce qui peut les rassembler. Et qu'est-ce qui peut rassembler? C'est fondamentalement une philosophie politique. Alors le mot philosophie est ambigu, une doctrine politique, une idéologie politique, un discours politique. Pour expliquer de quoi ce que j'ai en tête, j'évoquerai les 4 grands discours de la modernité, dont nous sommes les héritiers: libéralisme, socialisme, pour nommer les 2 principaux, anarchisme, communisme, pour nommer leurs 2 variantes principales. Eh bien, nous sentons bien que ces discours-là ne sont pas morts, mais ils ne sont plus suffisants, pour des raisons qu'on pourra essayer d'expliquer.
ils ne sont plus suffisants pour nous servir de boussole, pour nous dire où nous en sommes, vers où nous pourrions aller, vers où nous devrions aller. Voilà. D'où cette nécessité d'élaborer une doctrine politique partageable qui peut être extraordinairement variée. Le libéralisme, il y en a des dizaines de sortes, le socialisme c'est pareil. Mais quand même, il y a quelque chose qui fait une unité. Ben, nous avons besoin de chercher disons une idéologie politique au sens neutre du terme idéologie, qui soit à la hauteur de notre époque et des problèmes que nous avons à affronter. Et pour ça, il faut commencer déjà par avoir un nom. Alors, convivialisme, c'est le nom qui désigne cette recherche d'un au-delà du libéralisme, du socialisme, du communisme et de l'anarchisme. Et j'ajouterais que ce qui m'importe le plus, nous le disions tout à l'heure dans la conversation avant le début de l'enregistrement, moi ce qui m'importe le plus dans le mot convivialisme, plus encore que convivial, c'est le mot isme, qui représente, il symbolise cette dimension de globalité, cette dimension d'union. Si on n'aime pas les ismes ISME, on peut remplacer par isme ISTHME. C'est ce qui permet l'isme, c'est ce qui permet de passer entre deux terres, de se ménager un passage commode. Oui, mais est-ce suffisant pour déjouer les lobbies des multinationales qui font plier l'État afin de donner la première place, comme vous voulez, donner la première place à la société civique, à la hiérarchie sociale? Il est évident que ce n'est pas suffisant en tant que tel. Ce n'est pas en disant le mot convivialisme qu'on va faire comme si on brandissait un crucifix devant des vampires ou des goustailles. Non, ça ne peut en rien être suffisant. Ce que j'espère simplement pour ma part, c'est que ça puisse servir de déclencheur à un basculement de l'opinion publique mondiale. Et là encore, on voit bien que dans tous les pays du monde, partout il y a des révoltes, toujours pour les mêmes raisons. C'est à chaque fois des révoltes contre la corruption, contre les inégalités qui explosent, contre l'accaparement du pouvoir. Mais ces révoltes se révèlent très, très rapidement impuissantes. Alors, il y a des raisons factuelles, simples, objectives très simples à cette impuissance, parce que les gens qui se révoltent n'ont pas les armes, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens les médias, etc. Et puis surtout, mais aussi, ils n'ont pas de doctrine véritable. Très, très généralement, ils ne savent pas quoi opposer à l'ancien monde qu'ils veulent abattre. Et c'est là où je crois que la question des idées est quand même importante, et que les intellectuels ont un rôle à jouer. Après tout, le libéralisme, le socialisme, le communisme, tout ça, c'est des formulations d'intellectuels. C'est pas que c'est inventé par des intellectuels, mais il y a bien un moment où ce sont des intellectuels ou des philosophes qui mettent des mots sur un sentiment populaire, et cette mise en mots, cette mise en discours, eh bien, elle produit des déflagrations extraordinaires. La Révolution française, par exemple, ou la Révolution de 1917, enfin, tout ce qu'on voudra. Donc, pour que les révoltes contre la corruption, contre l'accaparement du pouvoir, contre les inégalités insupportables, pour que ces révoltes puissent avoir une chance d'aboutir, il faut que ceux qui se révoltent le fassent au nom d'un idéal partageable. Et un idéal, ça passe aussi par un mot qui après peut se décliner en tout un ensemble de propositions. Et déjà, c'est très important d'avoir le signifiant ou le symbole, parce que certains analystes appelleraient un signifiant vide, un signifiant sur lequel on puisse greffer beaucoup de passion. D'accord. J'ai vu aussi que vous voulez dépasser le clivage entre la droite et la gauche et la droite. Comment faire? C'est pas vraiment que je veux dépasser le clivage entre la droite et la gauche, d'ailleurs c'est pas écrit tel quel dans le manifeste convivialiste, là je parle en mon nom propre, hein. Donc c'est toujours un peu ambigu, est-ce qu'on parle au nom des convivialistes ou est-ce que je dis ce que je pense moi de cette affaire-là? C'est pas que je veux dépasser le clivage de la droite et de la gauche, c'est qu'il me semble que cette opposition de droite-gauche qui a été structurante du jeu politique mondial, démocratique mondial depuis quasiment 2 siècles, notamment en France, mais pas seulement, enfin dans énormément de pays, ce clivage qui a eu toutes les vertus d'organisation du débat politique, de l'affrontement politique, ce clivage est en train effectivement de perdre de sa pertinence, pour différentes raisons qu'on pourrait détailler. Par exemple sur le rapport à la question environnementale, l'opposition droite-gauche ne fonctionne pas de façon simple. Voilà. Et puis il y a 36 000 autres sujets. Il y a par exemple, j'étais encore il y a 2 jours à une journée d'études sur la question du revenu universel, ce qu'on appelle également l'allocation universelle ou le revenu de base ou le revenu citoyen. Enfin, il y a 36 000 noms. Il est très frappant de voir
que les défenseurs de cette idée qui revient en force depuis 6 mois à peu près, alors qu'elle avait quasiment été tenue à la marge pendant des années, les défenseurs se trouvent aussi bien à droite qu'à gauche, qu'au centre, qu'à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Alors bien sûr, c'est à chaque fois selon des modalités variables, des modalités de financement variables, selon des justifications théoriques différentes, mais malgré tout, le projet en tant que tel, il circule entre les deux bords. Alors si je reviens à ce que je pense moi, c'est qu'on voit bien de toute façon que partout dans le monde, et notamment dans le monde développé, les partis de droite et de gauche classiques sont en train de voler en éclats. Voilà. On le voit aux États-Unis, le Parti républicain vole en éclats, le Parti démocrate va être très tiraillé avec l'apparition de Sanders. Clinton a des chances d'être élu, mais totalement par défaut. En France, qu'est-ce qui va rester du Parti socialiste dans 6 mois? Personne ne le sait. Qu'est-ce qui va rester de la droite? Personne ne le sait. En Autriche, vous le voyez bien, ni la droite ni la gauche ne sont arrivés au bout du processus électoral. C'est soit un écolo, soit un représentant de l'extrême droite qui va être élu, etc. Mais on le trouve partout. Alors, il y a des raisons à ça. Donc je constate simplement que cette opposition droite-gauche classique, c'est-à-dire l'opposition entre ceux qui veulent modérer le marché par un peu plus d'État ou ceux qui veulent modérer l'État par un peu plus de marché, cette position-là, elle ne marche plus. Et donc si on veut parler, si on veut avoir un impact politique, il faut ne pas se mettre d'entrée de jeu dans les cas hérités. Alors, si on dit les choses maintenant de manière plus précise, il est évident que le convivialisme tel qu'il a commencé à se formuler, a été formulé par des gens de gauche, voire d'extrême gauche, de gauche. Et moi, ma conviction, c'est qu'il nous faut parler maintenant au-delà de l'opposition droite-gauche, mais en se rappelant que nous venons de la gauche et en assumant l'héritage de la gauche. Mais simplement, il faut le dépasser au sens hegelien du terme, il faut le aufheben, il faut à la fois le parachever et essayer d'aller au-delà. Parmi les intellectuels les chercheurs qui ont adhéré au convivialisme, ce sont la plupart du temps des gens de votre génération. Oui. Comment faire adhérer les jeunes? C'est un gros problème. C'est un gros problème, et c'est vrai d'ailleurs pour tous les groupes civiques qui se cherchent, ils ont un mal de chien à recruter des jeunes. Alors, il faut déjà savoir à quoi ça tient. Est-ce que c'est parce que les jeunes ont autre chose à faire, de commencer par chercher un boulot, essayer de sauver leur peau dans un monde qui se désagrège, qui s'effrite terriblement? Bien sûr, il y a un petit peu de ça. Je pense qu'il y a vraiment une fracture générationnelle qui joue également. Je pense qu'il y a un langage. Il y a un langage et des références qui ne parlent plus guère. Quand j'explique ce que je viens de dire dans des conférences diverses, la nécessité de dépasser par exemple l'héritage du libéralisme, du socialisme, du communisme et de l'anarchisme, ça renvoie à une culture historique que les jeunes n'ont pas, fondamentalement. Pour eux, ils s'en foutent. Tous ces mots-là, ça n'évoque rien. C'est pourtant des enjeux colossaux. Toute l'histoire du XXe siècle, les totalitarismes, les révolutions, les contre-révolutions, les fascismes, les holocaustes, c'est des enjeux énormes. Mais ce n'est pas le problème des jeunes, ils ne sont pas les héritiers de cette histoire-là. Donc il y a ça, il y a le fait qu'il y a des écritures qui sont des manières d'écrire qui ne parlent pas directement aux jeunes. Moi j'essaie d'être le moins jargonnant possible, mais je vois bien que je fais des phrases trop longues pour les jeunes. On nous dit qu'il faut faire une phrase, un nom, un verbe, un complément d'objet, un sujet, et surtout pas de phrase dans une phrase, pas de relatif, pas de subordonné. Sans ça, les gens décrochent. Bon, c'est des problèmes. Mais cela étant, je pense quand même, pour le dire autrement, et de manière plus positive, que sur le fond, il y a une adhésion potentielle des jeunes tout à fait considérable. Tout à fait considérable, parce que c'est eux qui sont d'abord les premiers intéressés, les premières victimes de cette société qui s'effrite, c'est eux qui ont besoin d'inventer un autre monde, c'est eux qui lancent toutes ces initiatives alternatives, celles qu'on voit par exemple dans le film Demain, qui était extraordinairement emblématique du convivialisme, de ce qui se cherche dans cet ordre-là. Bon, mais il faut assurer la jonction entre ces jeunes générations qui sont plutôt dans le faire, qui veulent faire des choses immédiatement, concrètement, à quelques-uns, sans s'embarrasser de grands discours. Mais il faut quand même faire la jonction avec les discours des plus anciens qui ont une conscience historique dont les jeunes ont quand même besoin. Oui, on le voit très bien, le faire, les Fab Labs, par exemple. Bien sûr, partout. Ou alors dans le mouvement des colibris, qui est énorme. Voilà.
Et le problème, du coup, c'est quand même celui de, mais ça renvoie à ce qui est dans vos questions depuis le début, de manière implicite, la question c'est dans quelle mesure est-ce que ces idées qui se cherchent autour du convivialisme, dans quelle mesure sont-elles susceptibles d'entrer dans le champ du jeu politique, au moment des élections législatives, présidentielles, etc. Les jeunes se désintéressent complètement de la politique instituée, ils ne la supportent pas, comme la grande partie des Français. Donc ils veulent faire des choses concrètes et se tenir à l'abri de la politique. Mais je comprends bien pourquoi, j'en comprends les raisons, mais ce n'est pas tenable fondamentalement. Il va bien falloir l'affronter, cette question politique. Effectivement. Vous demandez un revenu minimum, inconditionnel, et aussi, ça fait partie de vos propositions, un revenu maximum pour lutter justement contre le clivage entre les riches et les pauvres. Alors, seriez-vous d'accord avec la proposition, par exemple, de Raphaël Lioger? Il y en a plein d'autres, mais je cite ce nom-là, parce qu'il fait beaucoup. C'est un jeune sociologue, un sociologue comme vous. Enfin, jeune. Pas jeune comme moi, mais plus jeune. Plus jeune, oui, voilà. Plus jeune. Il fait jeune, disons. Voilà. Alors, dans son nouveau livre qui vient de sortir, Sans emploi à la condition de l'homme post-industriel, lui, il plaide pour un revenu existentiel inconditionnel. Maintenant, avec la différence avec vous, c'est avec en abolissant le revenu, l'impôt sur le revenu, et en taxant par contre le capital. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense plusieurs choses. D'abord, c'est que dans ce débat sur le revenu minimum inconditionnel, il y a 36 000 positions, 36 000 écoles. Je ne connais pas celle de Lioger qui vient de sortir, je ne l'ai pas vue. Et dans le manifeste convivialiste, il n'est pas question d'un revenu minimum inconditionnel. Je tiens à le préciser parce qu'un certain nombre des signataires sont hostiles à l'idée. Par exemple, tous les journalistes d'alternative économique, comme Denis Clerc. J'ai lu inconditionnel dans une de vos interviews. Je vais essayer de préciser les choses. Je tente comme souvent une motion de synthèse. J'espère ne pas faire de la synthèse à la sauce Hollande, mais de faire une synthèse véritable. Si on résumait le champ du débat sur cette affaire-là, vous allez trouver trois grands types de positions. Il y a ceux qui disent, mais pour l'essentiel, le RSA, ex-RMI, ça marche pas trop mal, il faut juste l'améliorer à la marge. Faire en sorte que les gens qui ne demandent pas à en bénéficier, qui devraient en bénéficier, puissent le faire, augmenter les aides sociales, mieux les articuler, etc. Bon, première position. Il y a les partisans de ce qu'on appelle le revenu, l'impôt négatif. En dessous d'un certain niveau de revenu, on reçoit des aides de l'État. Au-dessus de ce niveau de revenu, on paye l'impôt. Voilà. Ça veut dire que le versement du revenu d'aide est conditionné à un niveau de ressources. C'est ce que les anglo-saxons appellent means tested. On vérifie d'abord que les gens ont un certain niveau de ressources avant de leur verser le revenu en question. Troisième position, c'est celle à laquelle vous faisiez allusion à l'instant, c'est ce qu'on a appelé l'allocation universelle, le revenu de base, le revenu d'existence, maintenant le revenu universel. L'idée, c'est on donne la même chose à tout le monde, riche ou pauvre. Donc on n'a pas vérifié le niveau de ressources au départ, on fera éventuellement après sur la feuille d'impôt. Il y a des conflits, des luttes acharnées entre ces trois grands types de formulation du problème. Pour ma part, je pense qu'il faut relativiser ces oppositions. Qu'en tout cas, entre les trois types de positions, il y a au moins un point commun, ça va nous ramener à la question de l'inconditionnalité. Le point commun, c'est que tout le monde est inconditionnellement favorable à l'idée qu'il faut aider les plus pauvres. Donc là-dessus, on ne transige pas. Inconditionnellement, il est hors de question de laisser crever de faim des gens qui n'ont pas suffisamment pour manger ou vivre ou se loger. Ça, c'est une certaine forme d'inconditionnalité. Mais si tout le monde est inconditionnellement partisan d'un revenu minimum, ça ne veut pas dire que tout le monde est partisan d'un revenu minimum inconditionnel, ce qui est la troisième des trois versions que je présentais tout à l'heure. Voilà.
mais les trois sont assez complémentaires. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a relativisé des oppositions qui tombent facilement à la guerre de religion, qui devient d'autant plus difficile que chacune des trois propositions peut être défendue, je le disais tout à l'heure, à droite, au centre, à gauche, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Une fois qu'on a relativisé tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste des divergences sur le niveau de revenu minimum qu'il faut attribuer, sur la question du financement, c'est des questions en partie techniques. Est-ce que le revenu minimum doit se substituer à toutes les aides, par exemple l'aide au logement? En fait, personne ne le défend véritablement. Et donc, qu'est-ce qui reste comme vraie divergence? La seule divergence qui reste fondamentalement, c'est la philosophie politique sous-jacente. Philosophie politique sous-jacente. Et on voit bien que c'est le cœur du débat, parce que prenez un même niveau de revenu minimum qui serait donné à quelqu'un, 700 € par mois par exemple. Quel effet ça va produire? Ça va produire un effet radicalement différent en fonction du fondement symbolique du revenu en question, de la légitimation du revenu en question. Si on le donne en disant à ceux qui le reçoivent, bon, on vous le donne parce qu'on considère que de toute façon que vous n'aurez jamais de boulot dans la société, que vous êtes un incapable et que vous nous ennuyez, on vous donne ça puis disparaissez, on ne veut plus vous voir. C'est pas tout à fait pareil que si on laisse entendre, ou si on dit, et si on adopte des mesures complémentaires qui signifient vous êtes un citoyen à part entière, un être humain à part entière, un citoyen à part entière, ce revenu minimum doit vous servir à jouer, à prendre tout votre rôle de citoyen actif dans la société. C'est totalement différent. Voilà. Mais à niveau de revenus absolument pareil, et avec des modalités de délivrance strictement pareilles. Donc je reviens à mon idée. Le point fondamental dans ces discussions, c'est fondamentalement, là encore, la question de la philosophie politique sous-jacente. Et bien évidemment, je pense qu'il serait important d'avoir un fondement convivialiste, et non pas libéral, ou social-démocrate, ou communiste, etc., au revenu minimum en question. Il y a une autre forme de revenu proposée par le philosophe Bernard Stiegler, oui. Qui est le revenu contributif. Oui. Ben, moi, je suis assez favorable à cette proposition, a priori, parce qu'elle rend bien compte d'une idée qu'on développe au sein du MOS, pas spécialement au sein du convivialisme. C'est l'idée que ce qui est au cœur du don, parce qu'en fait, c'est une question de don, le revenu minimum. C'est une somme d'argent que l'on donne. Alors, quel effet ça produit? Est-ce que ça doit entraîner un contre-don? Est-ce que ce don est exigible? Est-ce que c'est un dû ou pas vraiment un dû? Vous voyez bien le problème. À mon avis, la conception maussienne du don, celle que je défends, elle repose sur l'idée ce que j'appelle, c'est un peu difficile à faire comprendre, ce que j'appelle une inconditionnalité conditionnelle. Alors, vous voyez, tout de suite, ça fait un drôle d'effet. Bon. Alors, je m'explique. Pourquoi une inconditionnalité? Mais on voit bien le fondement ethnologique, que Mauss explique très bien dans l'essai sur le don. Il explique lorsque deux sociétés, deux tribus qui ne se connaissent pas du tout, se rencontrent. Tiens, il y en a d'autres qui sont là. Elles n'ont que deux choix, dit Mauss, soit se confier absolument, soit se défier absolument. Se défier absolument, ça veut dire repartir en guerre, ou en tout cas se méfier. Et se confier absolument, ça veut dire quoi? C'est ce que montre très bien l'essai sur le don, ça veut dire tout donner. Tout donner, au départ. Tout départ, pour signifier qu'on veut plutôt être ami qu'ennemi. Tout ce qui est demandé doit être cédé. Les armes, les cadeaux, les femmes, les enfants, tout doit être donné. Ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère à l'époque. Hein, voilà. Bien. Et dès qu'il y a une réticence à donner, alors c'est pris comme un signe d'hostilité, on rebascule dans la défiance. Tout ça pour dire que dans la politique, et ça joue entre les individus aussi, il y a nécessairement un premier moment qui est fondateur de la relation, et ce moment-là, il est inconditionnel. C'est la relation amoureuse ou amicale. A priori, on est inconditionnellement amis. On ne commence pas par faire les comptes pour savoir si je suis un petit peu ami, etc. Cela étant, une fois que l'inconditionnalité a été signifiée, elle a été établie, qu'il y a eu des preuves, vous connaissez la formule, il n'y a pas d'amitié, il y a que des preuves d'amitié. Une fois que l'amitié a été affirmée, à ce moment-là, on peut commencer à faire les comptes, mais à ce moment-là seulement. Puis on voit bien qu'il y en a certains qui y gagnent et d'autres qui n'y gagnent pas. Voilà. Ça, c'est le moment de la conditionnalité. Et c'est le moment de la politique. Comment est-ce qu'on fabrique une société, une communauté politique?
la nation française? D'abord, il faut avoir le sentiment inconditionnel d'être français. Une fois qu'on a ça, on peut se demander qui gagne quoi, qui perd quoi, etc. Et ces deux moments. Mais je pense que c'est la même chose pour le revenu minimum. Je pense qu'il y a un moment, il doit y avoir un moment d'inconditionnalité absolue, c'est-à-dire inconditionnellement, il doit être affirmé que personne ne peut sombrer dans la misère, donc il y aura toujours une aide. Voilà. Mais par ailleurs, pour que le don ne soit pas perçu comme un dû qui n'entraîne aucune obligation, il doit bien y avoir un moment d'implication des gens qui le reçoivent, et c'est là où il y a une part du revenu minimum qui peut être versée sous la forme d'un encouragement, un engagement associatif fondamentalement, un engagement dans la société civique. Très bien. Puisqu'on a parlé de Bernard Stiegler, Oui. est-ce que vous avez aussi tendance à vous considérer, ou vous pourriez imaginer d'être comme lui se considère, comme le philosophe de la cité, à savoir le conseiller du prince en quelque sorte. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette initiative de Bernard Stiegler, elle est assez récente, d'être le consultant, le conseiller d'un maire de la plaine Saint-Denis. Oui, 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 tout à fait. Donc, oui. est-ce que pour vous, ça vous parle? Est-ce que vous êtes critique par rapport à ça? Ou est-ce que vous pourriez imaginer un rôle pour tous ces intellectuels que vous avez rassemblés dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Moi, pour faire bouger les choses. Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, les idées qui sont développées doivent faire la preuve de leur effectivité, du fait qu'on peut les mettre en pratique. Et c'est d'ailleurs ce qui se prépare d'une certaine façon, c'est ce qui est en gestation. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que ces idées trouvent un débouché politique. Alors elles peuvent le trouver soit à un niveau local, auprès de telle ou telle municipalité, soit à un niveau régional ou national. Bon, ça dépend des circonstances. Mais en tout cas, non seulement je n'ai pas d'objection de principe, mais au contraire, je pense que c'est absolument indispensable. Alors après, la question par rapport à Bernard Stiegler, c'est est-ce qu'il faut le faire uniquement par rapport à une cité, une commune toute seule, ou est-ce qu'il faut essayer de le faire à l'échelle nationale ou internationale? Bon, Bernard Stiegler a rejoint d'une certaine façon le manifeste convivialiste, il fait partie des premiers soutiens sur la liste des convivialistes, mais il n'a pas voulu signer le manifeste. Et donc il a voulu rester davantage sur son quant à soi. C'est son choix. Personnellement, je pense qu'on a plutôt intérêt à montrer une convergence très large. Oui, non mais le territoire, c'est probablement conçu comme titre expérimental. Oui. Tandis que s'il faut l'élargir, c'est peut-être ça qui fait peur. Pourquoi ça ferait peur? Non, mais il faut d'abord des exemples concrets sur lesquels on peut s'appuyer. Bien sûr. Par exemple, pour le revenu, justement, si on étale il y a un rapport du Sénat qui vient de sortir aujourd'hui. Je voyais ça tout à l'heure sur Internet, on me l'a envoyé, qui justement vient d'examiner la question du revenu universel. Je crois qu'il appelle le revenu de base universel. Et finalement de manière assez positive, étonnamment positive. Alors ces sujets étaient complètement proscrits, forclos, interdits, jusqu'à il y a 6 mois, 1 an, c'est fascinant. Je suis d'autant plus fasciné que la Revue du Mot, c'était la première à lancer le débat sur cette question-là en 1988. Dans un numéro, c'était la première fois qu'il y a eu un débat en France sur la question. Donc j'ai un petit peu suivi, puis après j'ai décroché, parce que de toute façon, ça n'embrayait sur rien. Le débat, mais tout à coup ça ressort en force. Le Sénat vient donc de sortir un rapport assez élogieux, assez positif sur les possibilités du revenu minimum universel. Il ne conclut pas qu'il faut l'adopter tout de suite parce qu'il considère qu'il y aurait trop de bouleversements par rapport à l'ensemble des prestations sociales actuellement existantes, mais il préconise de le tester sur des communes ou des régions à hauteur concernant 200-250 000 personnes. Pendant 2 ans, pour voir si après on peut le généraliser à l'échelle nationale. Bon, en tout cas, c'est positif. Et, oui, bien sûr. Auriez-vous quelque chose à ajouter sur quoi je ne vous ai pas posé des questions? Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais ce que je voulais, c'est pointer justement ce rôle politique
Ben, comment on peut oui, y arriver. Alors moi j'ajouterais bien deux choses, justement sur le rôle politique, comment on peut y arriver, et là je donnerai quelques informations, et puis par ailleurs sur l'audience internationale. Parce que ce qui me fait plutôt plaisir, c'est que finalement, le fait d'avoir signé un manifeste à 64 intellectuels en 2013, c'est une chose, ça mérite déjà d'être salué. Parce que l'idée même de faire converger des gens qui, certains sont à l'extrême gauche, d'autres au centre gauche, avec quand même donc des grosses divergences idéologiques, sans compter d'éventuelles divergences narcissiques, qui ont pu être surmontées complètement, c'est déjà plutôt un signe d'espoir. Mais franchement, c'était pas gagné d'avance. Et non seulement, c'est quand même extraordinairement positif, ça veut dire que tous ces gens ont su mettre leurs intérêts personnels, narcissiques ou idéologiques un peu de côté face à la conscience de l'urgence à laquelle on va être confronté très, très rapidement. Ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, ça a continué, puisqu'on vient de sortir, vous l'avez vu, un livre en juin 2016 qui s'appelle Éléments d'une politique convivialiste. Donc ça va me permettre d'embrayer sur la question du débouché politique. Les gens sont toujours là, donc toujours prêts à jouer le jeu. Donc ce signifiant rassembleur, il continue à rassembler. Alors il continue à rassembler non seulement les intellectuels du départ, plus ceux qui nous ont rejoints en France, mais alors deux choses, ça marche également à l'étranger, puisque après tout il y a eu quand même la traduction en 10 ou 15 langues différentes de l'abrégé du manifeste, et il est sorti 3 livres de discussion du convivialisme. Un au Brésil, un en Allemagne, un en Italie. En Allemagne, je veux dire, j'étais un peu sidéré. Un bouquin de discussion d'ailleurs assez critique pour ce que je comprends de l'allemand, mais bon, il vaut mieux discuter de manière critique que pas discuter du tout. Ce bouquin, ça a été à un moment le premier des ventes dans les livres non-fiction. Voilà. Donc c'est quand même, ça parle. Ça veut dire que cette idée d'un dépassement des doctrines politiques héritées, face à ce dont on n'a pas parlé, face bien sûr à l'hégémonie du capitalisme rentier et spéculatif, l'expression, face au déchaînement du hubris, de la démesure à l'échelle mondiale et donc de la corruption, face à l'explosion des inégalités, tout ça, ça parle, ça a de l'écho. Ça, c'est pour l'écho à l'étranger, et pour moi, c'est fondamental parce que ma conviction, c'est que rien ne pourra se faire véritablement, même à l'échelle nationale, s'il n'y a pas le sentiment d'une lame de fond mondiale, en tout cas d'un bouleversement de l'opinion mondiale, une espèce de convergence de l'opinion mondiale sur l'idée que c'est plus possible, qu'il faut, bien sûr, il faut s'indigner, mais non seulement s'indigner, mais, comme je dirais, se redigner. Par ailleurs, en France, moi je participe assez activement à un réseau civique qui s'appelait États généraux du pouvoir citoyen, qui s'appelle maintenant Pouvoir citoyen en marche, qui regroupe des centaines d'associations, des dizaines de réseaux civiques, les Colibris dont vous parliez tout à l'heure, le collectif Roosevelt, le pacte civique, 36 000 autres, le laboratoire de l'économie sociale et solidaire, enfin, énormément de choses. Voilà. Et finalement, c'est ce monde-là qui a beaucoup de mal à entrer en politique, puisque justement ces associations se définissent par leur écart en politique, en disant on veut faire des choses concrètes. Voilà. Tout en ayant le sentiment que les politiques ne sont pas à la hauteur. Bien. Je touche du bois, mais je ne désespère pas qu'on aboutisse dans le mois qui vient à la formulation d'une quinzaine de propositions basculantes, ce que Michel Rocard appelait des propositions basculantes, qui je trouve suffisamment originales, qui ne sont pas défendues par les hommes politiques, les hommes ou les femmes politiques existants, et qui représente une vision de société alternative. Ça pourrait déboucher. Il n'est même pas impossible qu'il y ait des candidats à la présidentielle qui sortent sur ces positions-là. C'est encore en cours, c'est pas impossible. Il y a des possibilités. Donc là, ces thématiques convivialistes commenceraient à entrer véritablement dans le champ médiatique et politique. Parce qu'un des gros problèmes qu'on a, c'est l'accès aux médias, qui ne voient rien de ce qui se fait dans cette société civile ou société civique. Mais ce n'est pas seulement la faute des médias, c'est pas que les journalistes soient de mauvaise volonté, c'est qu'ils ont besoin qu'on leur fournisse quelque chose qui soit immédiatement
reproductibles, qui parlent immédiatement. Et quelque chose qui parle immédiatement, c'est des propositions qui sont susceptibles d'avoir un effet dans le champ politique. Et malheureusement, c'est exactement ça. Bon, pour ma part, j'ai fini. Moi, il y a 3 sujets qui me taraudent. Oui. C'est l'éducation, Oui. le travail Oui. et l'écologie, l'environnement. Oui. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur ces 3 sujets? Oui. Oui, ben, je les introduirai en disant quelque chose dont on n'a pas parlé, parce que l'autre point fondamental pour le convivialisme, c'est, et je pense que ça fait un écart considérable par rapport aux partis politiques existants, c'est l'idée qu'on ne peut plus attendre d'un retour de la croissance du PIB le remède à tous les maux de la société. Et en fait, on voit bien que tous les partis politiques, chacun à sa manière, se présentent comme celui qui a la meilleure recette pour faire revenir le PIB, la croissance du PIB. Et pour dire, ah ben, si on a plus d'argent, alors on pourra améliorer l'école, alors on pourra améliorer l'hôpital, alors on pourra construire davantage de places de prison, etc. etc. Question, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de retour du PIB, comme il est infiniment vraisemblable que c'est ce qui va se produire? Ça veut dire qu'il faut commencer à imaginer des réformes permettant de rendre la société plus harmonieuse, plus vivable, plus conviviale, plus juste, même sans moyens financiers supplémentaires. Alors, je reviens à vos questions. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'école? Comment est-ce qu'on peut améliorer la justice, l'hôpital, la prison, le travail, etc. Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite, mais sur l'école, pour ce qui concerne la société française, parce que je pense que chaque société a des problèmes un peu particuliers, je pense que la société française souffre épouvantablement de ce que j'appelle son monarchisme sans culottiste. C'est-à-dire qu'elle est à la fois hyper hiérarchique, quasiment monarchique. On a reconstitué le système de la cour de Versailles, grosso modo, autour du président de la République, etc. Et par ailleurs, elle est d'un jacobinisme égalitariste radical. Donc, alors tout ça, c'est alimenté par le système des grandes écoles, fondamentalement. Par le système des grandes écoles, par l'ENA, par Polytechnique, avec un modèle d'excellence unique et qui fonctionne du haut jusqu'en bas ou du bas jusqu'en haut. C'est-à-dire que dès le primaire et dès le secondaire, les gosses sont sanctionnés parce qu'ils ne sont pas considérés comme pas suffisamment bons pour avoir une chance d'accéder au Graal, au sommet du sommet, et arriver à se présenter dans les grandes écoles, qui apparaissent comme les seules voies de salut. Et ceux qui n'en sont pas sont voués à être méprisés fondamentalement. Donc une espèce de cascade de mépris ascendant, descendant, terrible. Bien. Donc il y a déjà une première mesure toute simple, qui ne coûte pas un sou, mais qui est déjà un bouleversement pour la société française, qui est tout simplement la suppression des notations. Suppression de la notation, ça ne veut pas dire qu'on n'évalue pas les élèves, mais on les oriente, on les évalue de manière plutôt bienveillante, essayant de montrer comment ils peuvent progresser, plutôt que de dire « Ah ben toi tu es vraiment mauvais, tu n'as eu que 4 sur 20 ». Voilà. Chose toute bête. Après, il y a bien sûr 36 000 autres mesures. Par exemple, on voit bien que pour l'éducation, les récents rapports l'ont montré, la création des ZEP, les zones d'éducation prioritaire, qui étaient supposées remédier aux inégalités scolaires, les ont aggravées, puisque tout ça faisait partie d'une rhétorique complètement mensongère. On va mettre plus de moyens pour ceux qui ont moins de facilité. C'est le contraire qui s'est passé, ils en ont moins. Et donc les inégalités s'accroissent. Donc il faut cesser de mettre un terme à cette séparation entre les ZEP et l'enseignement ordinaire. Première mesure. Sur le travail, c'est l'enjeu absolument vertigineux. C'est l'enjeu vertigineux, puisque moi je suis terrorisé, je lis beaucoup de choses sur la montée en puissance de l'automation, de la robotisation. Ça aussi, Bernard Stiegler, je pense, le voit bien. Et je pense que très rapidement, d'ici 15-20 ans, on va arriver à quelque chose d'absolument inouï, épouvantable, terrifiant. Le fait que la moitié de l'humanité, au moins, va apparaître économiquement inutile. Sacré truc. Bouleversement radical. Donc quel est le remède par rapport à ça? Je ne sais pas s'il y a des remèdes miracles, mais je pense quand même qu'une partie des remèdes, alors beaucoup de mes amis misent sur les 32 heures, sur la réduction du temps de travail, bon, c'est possible, mais
que c'est toujours pareil, ces mesures prises toutes seules ne sont pas suffisantes. Il y a ça. Une autre partie de la réponse à la question, c'est bien sûr les relocalisations, la reviviscence de l'économie locale, y compris d'une agriculture biologique, qui est plus saine, qui peut absorber des dizaines de milliers de nouveaux paysans en plus. Bon, ça c'est une piste. Mais je pense qu'il va falloir aussi aller en direction, et là ça rejoint cette affaire de société civique, en direction de d'une mise en place de la richesse par les associations. C'est-à-dire, au fond, parce que de quoi va-t-il s'agir? Il va s'agir de prendre soin, que les humains prennent soin les uns des autres. Et remédient par exemple ne serait-ce qu'à... Et ça c'est toute la politique du care, du prendre soin de la nature sur place, de l'environnement, prendre soin des personnes qui sont en souffrance psychique extrême. Voilà. Mais tout ça, ça ne peut pas être financé par des fonctionnaires. Voilà, c'est plus possible. Donc ça doit passer nécessairement par une mobilisation d'un monde associatif. Ça c'est le projet en partie de l'économie sociale et solidaire, qui mixera, qui hybridera, comme dit mon ami Jean-Louis David, qui hybridera des ressources monétaires marchandes, des subventions, et puis de la bonne volonté, éventuellement appuyée sur des monnaies locales spécifiques. Et l'environnement? Et l'environnement, l'environnement, je suis assez nul sur la question de l'environnement, donc j'ai pas de grand chose à dire de particulier. Changement climatique. Mais c'est un enjeu absolument colossal. Ouais. Mais sur les remèdes, je laisse plutôt ça aux spécialistes, mais presque tout le monde, chez les convivialistes, converge autour du scénario négawatt. C'est-à-dire négawatt, la solution fondamentale, c'est d'abord l'économie d'énergie. Je vois un livre qui va paraître, c'est le livre des jours heureux. On reprend le titre du programme national de la résistance. On prévoit pour 2050 que toute l'énergie sera produite en énergie renouvelable. Est-ce que c'est possible de se débarrasser du nucléaire à échelle ou des mines de charbon comme en Allemagne à échéance 2050? Peut-être, je le souhaite, je n'en sais rien, je ne suis pas assez connaisseur, mais voilà ce qui se passe. Mais en tout cas, le scénario négawatt est là, et qui passe, d'ailleurs Ségolène Royal commence à le prévoir, par la rénovation thermique des immeubles. Ça c'est une piste tout à fait importante parce qu'en plus ça crée de l'emploi. D'autre part, vous êtes quand même l'ami de Serge Latouche, oui. Donc qui est un grand défenseur de la décroissance. Mais avec la décroissance, c'est comme avec certains termes, ils n'ont pas le vent en poupe, parce qu'ils ne créent pas le désir. Ils ne créent pas suffisamment le désir, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, c'est une nécessité. Oui. Ils ne créent pas le désir. Alors, ça renvoie au début de nos discussions. C'est vrai qu'en Serge Latouche parle d'abondance frugale. Ça paraît un oxymore, c'est un tour de passe-passe rhétorique. C'est pas suffisamment. Ça ne crée pas de désir, vous avez raison. Et la difficulté principale du convivialisme, on en parlait au début, qu'est-ce qui peut parler aux jeunes? C'est pas la critique du monde actuel. Pour nous, les gens de notre génération, c'est fondamental. La critique du monde actuel, le dépassement des idéologies politiques héritées, mais les jeunes veulent des choses désirables, immédiatement, concrètement. Et là, ça passe, mais on est d'accord avec Dany Robert Dufour, ça passe par du récit, ça passe par la mise en lumière de ce qu'il est possible de faire de positif. De ce point de vue-là, le film Demain est extraordinaire. Il montre des gens pleins d'énergie qui font vraiment des choses. Donc c'est très très bien, il faut aller dans cette direction-là, il faut multiplier les films, il y en a un autre qui va sortir très prochainement, les films, les récits qui vont dans ce sens-là. Simplement, à mon avis c'est ce que le convivialisme peut apporter, ce qu'il faut en plus, c'est le discours théorico-politique, philosophique, qui permet aussi de montrer la consistance de l'ensemble de ces initiatives, au-delà des cas particuliers. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.